Là, on est Bien sûr. filmé, hein. Il y a un replay de très bonne qualité, meilleur que les années précédentes. Ouais. Donc, vous pouvez les revoir. Là, il y a quelques experts comptables dans la salle et j'émettais une idée qui est que ça peut se diffuser après avec les collaborateurs, Ouais. tous ces replays. Et si on a envie de faire un mini résumé des épisodes précédents, parce que le premier épisode, c'était sur l'IA en général et un petit cours d'IA génératif, LLM, etc. Le deuxième épisode, on a beaucoup parlé de sécurité, de secret professionnel, et on est arrivé à la conclusion de l'anonymisation des données. Exactement. Évidemment, tout ce qu'on va faire là, ça va être avec des données anonymisées. Alors, on va peut-être pas le répéter à chaque fois, Ouais, parce c'est qu'au ça. dernier épisode, on a beaucoup répété. Évidemment, lorsque vous allez travailler sur les comptas de vos clients, ben, si vous importez ou exportez un fake, il vaut mieux qu'il soit anonyme pour des histoires de respect du secret professionnel. Ouais. Si vous importez un compte de restaurant, enfin, je pense que vous l'avez tous compris. Oui. Donc, si jamais on ne le répète pas en cours, sachez que c'est le fil Ouais, rouge. ouais. Que des données anonymes. Oui, tout à fait. Donc, on avait même présenté un outil pour anonymiser le fake la dernière fois, l'outil de Fabrice, disponible gratuitement. Donc il y a des moyens d'anonymiser les infos et de travailler avec de l'IA. Et après, les épisodes précédents, c'était des cas d'usage, hein, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un spécial période fiscale parce qu'évidemment, le 4 mars, on ne pouvait pas traiter un autre sujet que celui de la période fiscale. Exactement. Donc n'hésitez pas à vous référer à ces replays et tout à fait à les partager au sein du cabinet pour essayer de vous inspirer ou de mieux comprendre ce que c'est que l'IA générative et comment elle peut être utile. Je regarde juste le chat avant de partir. Il y a une personne qui parle de son, mais apparemment il n'y en a qu'une seule, donc on va partir du principe que c'est bon. Une première question, alors redonnez le nom de l'outil d'anonymisation du fake. C'est anonymisé-fake.com. Je vais vendre le nom de domaine. Mais voilà, parce qu'il y a deux questions déjà là-dessus. Donc, alors pareil, disclaimer, attention, j'ai travaillé avec certains types de fake. Notamment parce qu'il y a le fake, c'est un format, mais notamment il y a des fakes avec débit crédit, d'autres avec une colonne sens et d'autres avec des particularités comme sur Quadra. On peut mettre au lieu de mettre 401, 411, on met 01 et 09 ou 08. Oui. Enfin, voilà, il y a des petites subtilités que je ne peux pas anticiper. À chaque fois, tu le précises. Hein. Donc c'est Fabrice Sevra qui a fait cet outil d'anonymisation. Ce n'est pas l'ordre des experts comptables d'Île-de-France. Oui, voilà. Peut-être qu'on va s'y mettre. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, cet outil pourrait être très très bien. Mais donc, vous comprenez que c'est un outil d'intérêt général, mais fait par un passionné amateur. Ce n'est pas un outil vendu sur le marché qui va réceptionner tous les types de fakes et où vous aurez une anonymisation parfaite et à 100%. C'est pour ça qu'à chaque fois, Fabrice nous répète, attention, recontrôler, parce que pour le moment, on est dans un outil, je me suis amusé à le faire, en gros, et je rends service et je l'offre à la communauté. Exactement. Oui. Et de toute façon, je mets un disclaimer, donc voilà, on va le répéter, mais de toute façon, le filigrane, tu viens de le dire, c'est vraiment la confidentialité à chaque fois, à toutes les étapes, quand on utilise des IA généralistes. Après, et l'avenir, ça va être de les intégrer au sein du cabinet sur vos propres serveurs, et là, on sera décomplexé dans les usages. Oui, et il y avait l'histoire aussi du GPTs, là, qui était un vase clos, épisode 2 ou 3. Oui. On fait un peu de teasing, comme ça, ils vont aller les revoir, pour créer, en fait, sa propre IA en modèle fermé. Mais là aussi, on préfère l'anonymisation. Oui, c'est ça. Tout à fait, parfaitement résumé. On peut passer au tout premier cas. Donc on essaie de faire un ordre logique dans la période fiscale. Et le premier cas, ça va être Fabrice. Toi, tu vas nous parler de la prise de notes au moment des rendez-vous. Ou alors au moment de la révision du dossier. Peut-être plus de cette façon-là. Tout à fait. Donc je suis sur mon dossier, comment est-ce que je peux prendre des notes de façon plus rapide que noter à la main quelque chose ou le taper sur mon ordinateur? Oui, tout à fait. Alors je ne vais pas vous montrer le back-office de ce que j'ai fait, c'est juste vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle. Ce n'est pas une projection dans 5 ans. La problématique, c'est quoi? C'est que j'ai pris, comme je connais pas mal de médecins, un petit peu sur leur modèle. C'est-à-dire les chirurgiens, jamais ils tapent le compte-rendu, ou même ceux qui font les radios, jamais ils tapent le compte-rendu à la main. Ils le dictent, ça le retranscrit et c'est ça qu'on voit dans le compte-rendu. Donc ça marche plutôt bien pour eux. Donc je me suis dit que si ça marche pour eux, pourquoi ça ne marcherait pas pour nous? Parce que l'intérêt, c'est que quand je vois une balance générale, je peux prendre des commentaires à côté, faire ma petite note, mais c'est quand même beaucoup moins rapide que quand je revois les comptes, de faire mes propres commentaires en direct. Donc c'était mon cas d'usage premier, ou de la prise de notes plus classiquement, quand je suis dans la rue ou quand j'ai envie de penser à une idée. Et surtout, ça remonte à un endroit très précis dans mon logiciel de prise de notes. Parce que je ne sais pas comment vous prenez vos notes respectivement, mais généralement les gens vous faites quoi? Vous mettez soit sur un post-it, soit vous mettez une prise de notes vocale mais qui reste dans le téléphone, donc qui n'est pas sauvegardée.
Dans certains cas, bon, c'est pas très écolo, mais vous vous envoyez un propre email, un email à vous-même avec une fonction de rappel. Donc là, le but, c'était vraiment de faire le truc le plus simple pour que je prends en vocal, voilà, ça capte l'information et ça l'envoie dans mon outil de logiciel de prise de notes que j'ai présenté dernière fois très rapidement, qui s'appelle Obsidian, qui permet d'avoir vraiment les informations qui vont bien. La problématique qu'on a, c'est toujours au niveau de la confidentialité, puisque j'utilise un outil qui permet de transcrire le son en texte, d'accord? Mais vous dire, pour marquer des notes sur des variations, ce genre de choses, quand je reprends le texte, après je corrige et je rajoute les informations plus pertinentes. Okay. Donc ça, là, dans l'exemple que tu donnes, là, tu es un peu seul avec toi-même, mais bon, c'est évidemment la même chose avec un collab, en fait. Hein. Tu revois un dossier avec un collab, au lieu de noter bidule, ou au lieu de le laisser noter, tu peux le faire en prise de notes, et puis comme ça, tu lui envoies après la revue du dossier, et comme ça, lui, il a une trame pour savoir ce qu'il a à faire. Ouais, et ça, même au-delà, par exemple, on m'a demandé... On n'a pas l'IA qui nous corrige tout direct, et puis qui nous envoie l'alias fiscal. Pas encore, pas encore. D'accord. Non, mais tu as un autre point qui est assez intéressant, c'est par exemple quelque chose qui est assez painful, enfin qui est assez douloureux en cabinet, que vous connaissez tous, la saisie des temps. D'accord ? Là, actuellement, vous avez des outils où les collaborateurs vont dans l'outil, remplissent le nom du dossier, le millésime, le code tâche et puis le temps passé. Très, on dirait embêtant, j'allais dire pas le bon terme, du coup très embêtant et agaçant pour les collaborateurs. Là, actuellement, je serais capable, mais très facilement, en fait, de faire le shell où je parle à l'oral, je dis j'ai travaillé 15 minutes sur tel dossier, j'ai fait telle tâche, et ça remonte dans un tableur Excel, qui n'est plus ou moins une base de données. Et après, tu mets le tableur Excel dans le truc ? Exactement. Ce qui évite que les collaborateurs perdent du temps. N'importe quel outil de production ? Du moment que tu as un format d'entrée, oui. Après, il faut juste en fait une spécification qui est assez simple à faire. Okay. Donc, Fabrice, juste, je me permets parce qu'il y a des questions sur les outils déjà. Il faut peut-être clarifier. Toi, dans ce que tu vas nous présenter, il y a une partie qui est un logiciel de prise de notes qui, pour le coup, en lui-même, c'est pas de l'IA, c'est un logiciel de prise de notes qui s'appelle Obsidian. Voilà. Et toi, ce que tu as fait, c'est que l'IA, elle va servir à, enfin, tu m'arrêtes, hein, mais elle va à traduire ce que tu vas dire de façon audio et à l'intégrer de façon automatique dans ce logiciel de prise de notes. Mais donc, j'allais dire, le logiciel de prise de notes, à la rigueur, il est presque secondaire parce que là, sur le chat, tout le monde est en train de noter le logiciel de prise de notes. On va faire une formation dessus. Obsidian, à la rigueur, là où ça s'est déposé à la fin, c'est presque secondaire. Vous pouvez le brancher. Cette logique, elle est applicable à d'autres outils. Bien sûr. Voilà, donc c'est plutôt pour l'illustrer. La partie IA, elle est sur la première partie, sur la reconnaissance vocale. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Mais concrètement parlant, là, on a fait notre super introduction de secret professionnel. Mais là, tu vas dicter une prise de notes sans dire de nom de dossier? Oui, non, j'ai pas besoin parce que je vais le retrouver. Je sais, c'est horodaté, donc je sais très bien sur quel dossier. Moi, l'avantage, c'est que j'ai un tout petit cabinet. Donc, on va dire, je sais très bien, on va dire que j'arrête pas 50 bilans dans la journée, quoi. Je veux dire, si j'en arrête 2... non, mais ça, c'est parce que tu as un problème de performance. Alors, 70% des bilans terminés, juridiques déposés au greffe. Donc, je pense être pas trop mauvais, mais on va dire... je vais t'apprendre un peu les outils, tout ça, pour aller... Pour accélérer ton process. La problématique de la confidentialité, c'est juste, à terme, on utilisera nos outils, je suis en train de bosser dessus, pour que tu l'aies en interne au cabinet où tu n'aies plus de problème de confidentialité. C'est-à-dire que les collaborateurs auront une interface web, donc un navigateur, ils vont se connecter au serveur, vont pouvoir taper copier le mail du client, lui demander de répondre, et ça fonctionnera très bien. Donc, quand même, si... Tu as un cabinet un petit peu plus important avec pas mal de collabs, tu peux dire pour le dossier de garage ou de garage, du truc, tu peux donner activité, etc. Ça donne des repères et boum, parce que de toute manière, à un moment donné, tu vas peut-être de toute manière parler un peu de l'activité dans tes notes. Alors ok, donc on a de la prise de notes là. Tu nous fais la démo, c'est ça là tout de suite? Oui, tout à fait. Alors comment on fait? C'est sur Telegram, du coup j'ai un canal et je me parle à moi-même. Donc tu lui dis... J'ai travaillé sur le dossier X pendant 45 minutes. J'ai vu une variation de charge du coup sur le poste assurance. A priori, le principe de séparation de l'exercice est bien respecté. Donc là, il a fait la note. Il va l'envoyer à mon outil, donc il faudra attendre un tout petit peu. Voilà, là, il l'a traité. Et en fait, ça va remonter automatiquement. Mais c'est à ton outil, donc ça veut dire que là, on est obligé de passer par ton outil. Tu peux le faire, c'est assez simple. En fait, c'est des petites briques que j'ai connectées, logiciel, ça se fait assez facilement. Et en fait, je vous ai facilité le boulot, c'est qu'en fait, tu peux extraire un format de fichier où ça reprend tout mon workflow. Non, mais il n'existe pas des outils sur le marché pour faire la même chose? Pas actuellement, ou pas des versions, on va dire, qui garantissent la confidentialité, ça c'est sûr que non. Et le problématique, c'est l'évolution de ces outils. Mais là, la confidentialité, si tu cites le nom de client, donc on n'a pas de souci. Oui, mais je me méfie toujours parce que parfois tu peux aller plus vite que la musique et tu vas pouvoir, sans faire gaffe, donner des informations confidentielles. Donc moi, je fais toujours très gaffe, du coup, avant d'utiliser... Est-ce que tu peux nous donner des noms d'outils qui ne sont pas les tiens?
En outil de prise de notes comme ça en direct celui que tu vas importer après dans ton dossier de révision, parce que là on parle de ça. Non, ce que j'ai fait actuellement, c'est je le connais pas sur le marché, qui est capable de se connecter, de se t'intégrer directement. On va essayer de se renseigner pour en donner. Alors en fait, ce que fait Fabrice, la particularité de ce qu'il fait, c'est qu'il le lie à son logiciel de prise de notes. Oui. Donc ça, c'est un peu du sur-mesure. Il a créé quelque chose qui va se connecter à son logiciel. Après, si on souhaite juste le niveau 1, j'allais dire, juste générer des notes de façon automatique, je vais avoir des solutions comme Nota, qu'on avait cité la dernière fois, qui me permet de parler et d'avoir une retranscription. J'ai aussi le mode audio de ChatGPT qui me permet d'avoir ma note. La problématique, c'est que ChatGPT, ça va se perdre dans ton fil et tu peux perdre le message. Du coup, tu peux le supprimer par erreur. Et accessoirement, c'est une problématique de coût. C'est que on vous a montré beaucoup d'outils, mais au cumul, ça commence à faire des budgets assez conséquents. L'avantage d'avoir ce genre d'outils, mais c'est pas très compliqué, hein, ça te permet d'avoir du sur-mesure, mais surtout évolutif, où tu sais les nouvelles briques que tu vas pouvoir connecter. C'est-à-dire demain, je veux plus que ça soit dans Obsidian, ça peut être dans une feuille Excel, ça peut être un envoi par mail, ça peut être dans un canal Slack ou Teams, si tu le souhaites. Et là, tu vois, tu as la transcription. Alors, quand tu dis ça coûte cher, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est à peu près 20 € par mois l'outil. À peu près toutes les solutions, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. J'ai envie de dire, il en faut peut-être 5 pour être au top, ça fait 100 € par mois. Avec 5 outils, on est bien là. Entre Nota, ChatGPT, peut-être Mistral. Non, ou si c'est pas 5, c'est 10. Non, déjà, c'est difficile de dire quel est le minimum, mais de tout ce qu'on a dit dans les ateliers, si on a un ChatGPT, un Gamma pour faire des présentations PowerPoint automatisées. Mistral pour les images. Oui, un pour générer des images si on veut faire de la communication. Déjà, on s'en sort pas. On peut déjà faire beaucoup de choses quand même. Donc avec 5, c'est ce que je dis, donc avec 100 € par mois d'abonnement, on est large et on est assez... 100 € par mois, on est très équipé. On est super équipé. Mais après, ça dépend du nombre d'utilisateurs aussi après, c'est ça la problématique plus. Oui, 100 € par mois. L'expert comptable francilien, à 80%, c'est un expert comptable qui a 5 collaborateurs. Et je ne sais pas si on prend les 5 outils pour les 5 collaborateurs. On donne des... Mais pour moi, ce genre de choses, c'est pas si compliqué que ça. Ça se fait en 1 heure, je te montre, promis. Je te montre et tu es capable de le mettre en place au sein de ton cabinet. Et l'intérêt, c'est que ça te fait un logiciel, ça rentre directement dans le logiciel de prise de notes et ça a bien transcrit. J'ai travaillé sur le dossier X pendant 45 minutes, j'ai vu une variation de charge, du coup sur le poste assurance. Après, le principe de séparation des exercices est bien respecté. Il faut le travailler parce que c'est vraiment de la prise de notes très textuelle, mais ça va à un endroit dans mon outil de prise de notes et ça ne vient pas polluer mes emails, genre de choses. Très bien. Donc là, oui, il y en a un peu pour tous les niveaux, là. C'est-à-dire celui qui... Non, mais c'est ça qui est bien. C'est que là, ce que tu montres, c'est celui qui va aller se créer ses propres tuyaux pour le plugger sur sa propre solution. Alors, je vais dire un truc. Le truc, c'est que ce genre d'outil, vous allez l'utiliser pour vous. Alors là, c'est dans le cas d'un dossier où je suis commissaire aux comptes, du coup, où ils ont vu mes posts sur les réseaux sociaux et ils m'ont demandé de le mettre en place chez eux. Exactement ce que je te dis, c'était la prise de notes. En fait, parce qu'ils n'ont pas vu d'équivalent sur le marché qui leur conviendrait, donc oui, ils m'ont demandé de le mettre en place. Et ces outils-là, au sein du cabinet, il n'y aura jamais l'outil parfait. Comme tu l'as dit, on a entre toi et moi, et puis même Julien, n'importe quel expert comptable, on a des systèmes d'information totalement différents. Donc malheureusement, pour une certaine partie, aucun éditeur ne fera un truc parfait pour nous. On est obligé d'aller chercher certaines briques. Et là, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. En 2 heures de formation, tu as fait le taf. Et c'est ce genre d'outils. Les IA, c'est généraliste, mais il faudra être capable d'aller chercher certains outils pour pouvoir les interconnecter avec toi. Très bien. Merci Fabrice. Dans le chat, il était question de Plod aussi, dont on avait parlé la dernière fois. Le Plod, Plod, c'est un outil avec un petit dispositif qui ressemble à une carte bleue où il va enregistrer le son. Le problématique, c'est américain, je crois. Du coup, ils ne sont pas sur le territoire européen, donc RGPD. Ça, on a bien compris. Depuis la dernière fois que les outils américains, ça ne le faisait pas. Et la problématique, c'est l'évolution de leurs produits. C'est que demain, comment il va évoluer. Et demain, si je veux le connecter par une feuille Excel ou quelque chose qui est en interne chez moi, utiliser un moteur de DIA qui est au cabinet, comment je le connecte? Je ne peux pas. Et j'aime pas les solutions fermées. Après, c'est plus idéologique. C'est ça. Ok, très bien. Il y a une question spécifique pour toi qui dit quid du plugin Voice de Obsidian? Est-ce qu'il n'y a pas des plugins sur les solutions de prise de notes qui permettent de faire ça? Si, on peut le faire. Mais je suis un geek. Le truc, c'est que je voulais vraiment un truc avec une reconnaissance parfaite et surtout utiliser mon propre LLM, OpenAI, avoir le choix du moteur que j'ai derrière. Avec Voice, on peut, sauf qu'après, je voulais le connecter avec, du coup, pour que la prise de notes puisse aller ailleurs que sur Obsidian. Obsidian, c'est le réceptacle, c'est la finalité. Mais demain, je peux pouvoir le mettre ailleurs.
Ok, donc ça nous fait une solution sur mesure qui a tous les avantages que tu décris. J'ai la maîtrise, je le branche comme je veux. Exactement. Quelqu'un qui ne voudrait pas se lancer là-dedans et qui voudrait juste faire tester un mode audio, on peut lui dire ChatGPT. Ouais, très bien. Vous avez le mode audio sur l'application smartphone, vous appuyez sur le bouton audio, vous pouvez discuter et ça vous fait une retranscription que vous retrouvez sur votre ordinateur. Et vous faites un copier-coller. Et vous faites un copier-coller. Après, on va le mettre dans le dossier de révision. Exactement. En note. Voilà. Donc ça fait 2 niveaux en fonction de ce que vous souhaitez. On peut passer à un deuxième cas qui va être de faire un commentaire de données financières. On peut afficher l'écran. Bon, évidemment, on est sur la partie période fiscale, donc commenter des données financières, c'est un sujet. Là, c'est des choses qu'on a faites un petit peu dans un certain moment des ateliers. Je vais faire un petit peu différemment ici. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les données financières en elles-mêmes parce que ce n'est pas le but. Mais vous avez ici un compte de résultat d'une agence de consulting qui a la particularité d'être un compte de résultat qui est structuré d'une façon pas tout à fait comptable parce qu'on a des problématiques de freelance et de salariés. D'accord ? Donc, j'ai ce compte de résultat-là qui ne suit pas exactement, puisqu'il a une visée analytique, donc qui ne suit pas exactement ce qui est prévu dans les modèles d'état annuel. Et on va se dire, je vais préparer mon entretien bilan pour avoir une première analyse de ces états financiers et peut-être essayer d'en sortir quelque chose. C'est-à-dire aller au-delà de simplement le commentaire à plat, essayer de voir si je ne peux pas en tirer, par exemple, des idées de mission à discuter avec mon client lors de l'entretien bilan. Donc, la première question, évidemment, ça va être celle de l'anonymisation. Là, c'est un document qui est anonymisé. Ce qu'il est possible de faire si vous souhaitez anonymiser, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais si vous avez des fichiers PDF, une capture d'écran qui ne prend pas en compte le nom du client en haut du fichier, vous faites la capture juste sur les données financières, ça vous génère une image et vous pouvez travailler avec cette image. Alors là, si tu me permets, déjà, en fait, pour arriver à ce tableau-là, c'est un travail sur le grand livre. Donc, on passe du grand livre à un tableau Excel. Je veux bien encore afficher le tableau. Merci. Du grand livre au tableau Excel. Et là, en fait, on a retravaillé les SIG avec une analyse de la marge, en fait, sur coût direct. Dans la masse salariale d'une boîte de consulting, il y a 2 catégories de salariés. Il y a les personnes en fonction support et 2, il y a les consultants. Donc les personnes en fonction support vont en bas en charge fixe et les consultants sont là-haut. Et pour savoir quelle est la marge directe en fait d'une boîte de consulting, il y a 2 catégories d'analyse. Il y a la rentabilité qu'en prennent des freelances, 2, la rentabilité lorsque on travaille avec ses propres salariés qui sont des consultants. On y sort les EBITDA parce que souvent dans les rendez-vous bilan, une des questions du chef d'entreprise, c'est combien vaut ma boîte ? Et on sait que c'est souvent des multiples de l'EBITDA, donc ça permet de répondre assez rapidement à ce genre de questions. Vous voyez, EBITDA, EBE, c'est à peu près la même chose. Mais donc c'est un compte de résultat, donc c'est un SIG retravaillé spécialement pour cette activité-là. On y sort le résultat d'exploitation qui est évidemment un critère, et puis après le résultat net qui nous permet d'avoir une analyse vraiment en fait analytique. Là, c'est la retranscription en fait de l'analytique, et ça permet de faire un rendez-vous bilan, parce que là, on est en période fiscale. Qui dit période fiscale, il y a un moment donné rendez-vous bilan. Soit on se contente de lire l'actif, passif et le compte de résultat, soit on propose un outil plus percutant, qui est une analyse un peu sectorielle et de rentabilité. Donc ça, c'est déjà travaillé donc avec un grand livre, une matrice derrière qui est une matrice Excel et qui rend ça. Et d'ailleurs, si là on ne le voit pas, mais on peut très bien, il y a des onglets qui ramènent à tous les comptes du grand livre, comme avec ça, lorsque aussi, voilà, on peut avoir le détail. Donc derrière ça, il y a un petit peu d'IA, il y a un petit peu de moteur, mais là, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui d'arriver à cette construction-là. Peut-être ça sera la prochaine fois. Mais quand on est là, après, comment on peut faire de l'IA? Alors là, ce genre de tableau permet très très facilement, pendant le rendez-vous, lorsque le client dit moi je pense que l'année prochaine, en 2025, je vais avoir tant de chiffre d'affaires, vu qu'on est en une marche au covariable, on sort
assez rapidement la projection. Voilà. Donc, effectivement, non, mais c'est vrai qu'on aurait pu réfléchir à l'utiliser pour la construction. Là, dans les contraintes de l'atelier, en peu de temps, c'est compliqué de reconstruire ce tableau de bord. Là, ce qu'on va faire, c'est l'utiliser pour en faire un commentaire et essayer d'avoir des idées de mission, des idées pour alimenter l'entretien bilan. La logique, c'est de sortir de l'entretien, comme tu disais, purement de commentaires des données du bilan, d'essayer d'apporter un petit peu plus de valeur. Et si je peux juste faire une mini parenthèse, parce que vous savez que je suis aussi présidente du contrôle qualité, dans les obligations du contrôle qualité, il y a une obligation de rapport de mission. Lorsque vous êtes en mission de présentation, en fait, l'attestation de présentation vaut rapport. Si vous n'êtes pas en mission de présentation, donc vous avez l'obligation d'avoir un écrit qui est ce fameux rapport de mission. Évidemment, tous ces outils d'IA, quand on va passer du tableau à un rapport papier, et c'est vrai qu'on est quand même mieux avec un compte-rendu écrit, parce que l'attestation de mission de présentation, même si elle suffit déontologiquement, c'est quand même un petit peu court en termes de relation client. Donc avec un tableau comme ça, voir un compte de résultat, voir un bilan, on y met ce qu'on veut. On peut sortir un rapport de mission assez rapidement pour remettre au client à la fin, ce qui est pas mal et ce qui vous protège quand même. Si vous ne répondez pas à une obligation déontologique, au moins vous sécurisez votre pratique, parce que si par exemple, alors là on ne l'a pas mis mais on pourrait le rajouter, si par exemple il y a eu un déficit de paiement de TVA, vous le mettez dans le rapport de mission, que ça va être corrigé sur la prochaine déclaration, etc. Et ça vous protège dans les relations demain avec votre client. Donc tout ça, en fait tout ça oui, est hyper complémentaire entre ce que tu as, Fabrice, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Non, c'est sur ton tableau, c'est parce qu'en fait j'ai vu 3 dates, mais c'est pas les mêmes dates d'exercice, enfin c'est pas les mêmes dates de clôture, il y a une situation intermédiaire. Tu lui dis, ok, là, je vais lui demander juste de commenter la dernière année. Ouais, okay. On va y aller simplement. On peut afficher mon écran. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc une solution d'IA générative généraliste. On vous en a cité plusieurs tout au long de ces ateliers. On a beaucoup parlé de ChatGPT. Là, je suis sur Claude aussi, dont on a quand même pas mal parlé, qui, pour le traiter des données financières, est franchement plutôt pas mal dans le comparatif par rapport à ChatGPT. Elle a aussi ses inconvénients, mais sur la partie analyse de données financières, ça fonctionne pas mal. Donc là, ce que j'ai fait, je vous ai dit tout à l'heure, on peut travailler à partir d'images. Je suis allé tout simplement insérer l'image de la capture d'écran des données financières. Je vais faire quelque chose d'assez simple là, puisqu'on l'avait fait de façon très détaillée. Ce qui va m'intéresser, c'est la partie d'après, plus que le commentaire, c'est les suggestions. On l'a dit plusieurs fois, mais comment est-ce qu'on va faire une requête efficace là-dessus? Alors, il y a tout un débat sur le chat que je commenterai après. Je vais donner du contexte avec quelques éléments. Donc, qui je suis, qui je vise, quel est l'objectif, quel est le contexte, quel est le format attendu. Grosso modo, si je balaye ces 5 éléments, j'arrive à faire quelque chose de qualitatif. Donc, on va essayer de le faire un peu de cette façon-là. Je suis expert comptable. Je dois recevoir un client qui a une agence de consulting pour commenter ces derniers chiffres. Tu trouveras 6 juin les résultats présentés de façon analytique. Peux-tu rédiger un commentaire des comptes de la dernière année de manière très détaillée et précise? Par exemple. Tu lui dis pas bonjour. Je dis pas bonjour, moi non. Non, c'est vrai que toi tu dis bonjour. Ouais, je dis merci des fois, mais pas jamais bonjour, je n'y pense pas. T'as même pas dit merci. Ouais. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire. Ni le mot magique en plus. Bah, tu dis merci après en fait. Ouais, c'est ça. En mode audio, souvent je me prends à dire merci pour être honnête. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une discussion et au bout d'un moment on se rend plus compte. Bon, c'est un exemple. Après, on aurait pu être beaucoup plus précis, détaillé. Je pourrais dire par exemple, justement, insiste particulièrement sur la problématique de construction du coût. Je vais mettre freelance et salarié. Donc c'est ce que tu disais Virginie tout à l'heure. On a identifié que sur ce dossier, c'est une problématique importante. Ça, c'était une des clés voilà.
Donc voilà, c'était une des clés. On vous avait dit pour qu'il y ait de bons résultats, il faut 2 choses en fait. Il faut que j'ai une requête de qualité et de la matière première de qualité. Là, j'ai les deux. Matière première de qualité, c'est ce que tu disais, c'est un document qui a été travaillé. Donc ça montre bien que l'expertise humaine, quand même, elle est nécessaire en fait. L'IA ne fait pas non plus tout de façon automatique. Donc je l'ai et j'ai une requête qui a été un peu travaillée pour être spécifique. Là, vous voyez que l'IA est en train de me générer sur la droite une analyse. Alors, j'ai un commentaire des éléments financiers, donc évolution du chiffre d'affaires, analyse de la structure de coûts, où là, je suis sur une lecture assez simple, j'allais dire. Où est-ce qu'on en est par rapport à la... Vas-y, Fabrice. Je peux c'est parce que je voyais les bidas après, mais sur les bidas, la problématique c'est que comment est-ce qu'il a, est-ce que je l'ai pas, ton document je le vois de loin, il t'a le mot EBITDA, oui, oui. Ah, okay, il est dedans, okay. t'as une ligne EBITDA. Okay. Donc Claude est quand même pas mal, il est capable quand même de... Okay. Attends, il est super il a stable. ses notions. C'est le tien ? Oui. Ouais, d'accord. Il me disait bien, il connaît bien le tableau. Donc vous voyez, il y a une répartition. Donc là, c'est un commentaire assez mécanique, j'allais dire, en fait, des soldes, des variations par rapport à l'année précédente. Mais ça me permet quand même d'avoir quelque chose de rédigé et de ne pas passer du temps à rédiger ce texte-là. Et ensuite, j'ai l'IA qui se permet, vu que je lui ai donné des pistes en fait sur ce que j'attendais et les points d'attention, de dire là, j'ai un problème peut-être sur l'activité freelance. Voilà quelles pourraient être les causes de ce problème-là, sous-facturation, etc. Des comparatifs, encore des analyses poste à poste, et même des recommandations. C'est-à-dire, il y a peut-être quelque chose à travailler sur le modèle économique des freelances, une optimisation du mix, etc. etc. Donc vous voyez que ça me permet d'avoir assez rapidement, en ayant passé 1 minute, vas-y, j'en prie. Alors j'ai 2 questions. C'est du coup, est-ce que tu as les chiffres qui t'ont indiqué, est-ce que tu as déjà vu déjà, par rapport à ton expérience des erreurs? C'est-à-dire où il n'a pas pris le bon chiffre, ou il a inventé un chiffre? Franchement, non. Comme chaque fois que j'ai fait ces tests, moi, c'était hyper qualitatif. Ouais. Okay, donc, j'ai pas eu de problème. Ouais. Okay. Et sur la notion de prévisibilité, dans le sens où si tu remets le même prompt, mettons à 2 jours d'intervalle, avec le même document, est-ce qu'il va y avoir des variations dans le contenu des produits? Oui, alors effectivement, donc ça, c'est une des caractéristiques de l'IA, tu fais bien de le souligner. L'IA ne produit jamais 2 fois la même réponse. Ça ne veut pas dire que les chiffres et les calculs vont être différents. Mais ça veut dire que la structure du document qu'elle a choisi, puisque je n'ai pas guidé l'IA en lui disant voilà ce que j'attends de façon très concrète, elle a improvisé une structure, elle sera peut-être très différente si je le fais dans 2 heures ou demain matin. Donc, ce que tu peux faire aussi dans ton cabinet, c'est que tu peux avoir un template, et puis tu lui donnes, et comme ça tu as un document, un compte-rendu de mission en fait uniformisé. Tout à fait. C'est-à-dire que là j'aurais pu, en plus de joindre le modèle la donnée financière, j'aurais pu joindre un modèle en disant tu rédiges le commentaire sur ce modèle-là. Et donc, en fonction de tes questions, Fabrice, je comprends bien que jamais on fait ça et jamais, si on fait ça, jamais on ne l'envoie au client directement sans l'avoir relu. Exactement. Bien évidemment, on relit, on regarde la pertinence des commentaires et on les modifie. En fait, c'est pas l'aboutissement, c'est pas la conclusion d'un travail, c'est un début de travail, de compte rendu, qu'on peut travailler avec le collaborateur parce que c'est pas mal à titre pédagogique avec les collaborateurs pour les former aussi sur un peu l'analyse parce que souvent ça pêche un peu et puis après on le donne aux clients. Tout à fait, donc c'est vrai que c'est impressionnant mais il ne faut pas oublier ce qu'on a dit dans les épisodes précédents, il faut toujours vérifier ce qui sort d'une IA générative. Il y a toujours un risque d'erreur, même si là j'en ai pas constaté mais ça pourrait se produire. Donc il faut être prudent là-dessus. Sachant qu'il pour l'instant oui c'est le cas, il faut contrôler. À la vitesse où ça va, dans 2 ans, les documents qui seront produits, notamment le rapport de gestion, même les annexes, si on demande probablement des IA, on leur donnera le document et qui vont faire aussi bien les contrôles de cohérence, c'est-à-dire par exemple ton tableau des IMO par rapport à la variation, par rapport aux dotations aux amortissements, vérifier qu'il y a une cohérence d'ensemble des comptes annuels. Donc même nous par rapport qui nous est sur l'esprit critique. Et ça on attend vraiment ce travail-là chez nos éditeurs en fait. Ça serait quand même dommage qu'on fasse faire ça sur un outil externe alors qu'il devrait être dans le moteur de nos éditeurs classiques de production. Tu prêches un convaincu. Après, la problématique, c'est que c'est pas si simple. Je pense qu'ils ont peur d'y aller parce qu'ils ont peur de nous décevoir sur le résultat. Mais comme on leur dit, essayez, même si c'est ce qu'on appelle le bac à sable, même si c'est pas parfait, mais que ça nous fait gagner du temps. Alors à chaque congrès, ils nous disent tous qu'ils sont en train de mettre plein d'IA dans leur moteur. Il y a au moins un éditeur qui propose, vu qu'il y en a qu'un, je ne vais pas le citer, mais il y a au moins un éditeur qui propose de faire des commentaires automatisés d'états financiers. Tu en as 2, mais l'un, c'est pas encore totalement
officiel et qui te permet de faire tes commentaires sur la notion de pilotage, qui va commenter ton prévisionnel. Ou DSIG, voilà. J'en ai en tête. Voilà. Si donc ça arrive, c'est ce que je veux dire. Les experts comptables sont en train de se poser la question d'un choix d'un outil de production. Oui. Une des questions peut être intéressante qui est est-ce que vous avez de l'IA dans vos moteurs ou est-ce que vous en êtes de votre maturité en termes d'IA? Alors, j'irai même au-delà de ça. C'est la première question. La deuxième, c'est concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Mais concrètement, enfin, je suis quelqu'un de basique, qu'est-ce qu'ils font concrètement avec de l'IA? C'est au-delà du simple mot buzzword IA. Et après, c'est surtout, c'est ce qui pêche actuellement chez les éditeurs, c'est qu'on puisse se connecter. Par exemple, s'ils ont une IA de mauvaise qualité, que tu puisses aller interroger la donnée de manière informatique, la récupérer et l'envoyer à une autre IA qui fera peut-être le job. Par exemple, pour le rapport de gestion, ça ne sera peut-être pas forcément ton IA métier de production comptable. Tu récupères l'info et tu l'envoies, ce qu'on fait déjà avec le DI. Enfin, on envoie théoriquement le module DI et théoriquement, ça remplit le rapport de gestion, certains tableaux. J'attends que la même chose, pour que ça fasse des analyses beaucoup plus pertinentes et notamment sur ce qui pêche, comme tu l'as dit, sur l'effet caractéristique de l'exercice où des fois, les gens ont un peu de mal à remplir. Alors que là, en regardant le fait, théoriquement, tu les vois, les éléments. Alors, même si le résultat exceptionnel ne va pas disparaître, mais va évoluer, tu auras quand même des informations. Il est capable de te faire ressortir des analyses peut-être plus pertinentes que nous, ce qu'on peut voir sur les comptes en quelques heures en passant sur le dossier. Alors, des questions. Il y a pas mal de questions. Okay. Donc, il y a une question qui dit, mais donc il est capable de lire des données sur une image. Oui, la réponse c'est oui, c'est ça qui est très puissant et qui permet d'anonymiser facilement. Je ne suis pas obligé de fournir de l'Excel, je peux fournir une photo d'un Oui, là tu as mis un PDF en pièce jointe. Même pas un PDF, c'est vraiment une capture, c'est un fichier image. D'accord. Donc, ils sont très très bons là-dessus. Oui, ça fonctionne bien. Ouais. Alors, on parle de Claude précisément? Non, tous. Ou tous? Pour lire les images, ils sont tous très bons. Pour la partie financière, moi franchement, je constate que Claude est quand même meilleur. Après, il a ses inconvénients, c'est pas la solution parfaite. Il ne peut pas se connecter à Internet, notamment. Donc, c'est un sacré inconvénient quand on veut faire des recherches. Voilà. Mais parce que là, l'idéal de la suite de cette analyse-là aurait été de mettre des chiffres du secteur d'activité et de faire une comparaison de secteur aussi. Et là, on avait un truc parfait. Alors, je ne l'ai pas refait parce qu'on l'avait fait déjà dans l'atelier, pas le précédent, celui d'avant. Oui. Donc, je me suis dit, je ne vais pas refaire exactement la même chose. Mais là, tu aurais pu lui mettre quoi? Tu lui mettais quoi, Claude? J'aurais pu lui mettre en plus en pièce jointe une analyse sectorielle, des éléments d'analyse sectorielle, en lui demandant de me faire un comparatif. Et ça aurait très très bien marché. Et comme on l'avait déjà fait exactement, je ne l'ai pas refait. D'accord. Mais là, on mettait ça, on avait limite un compte rendu parfait. Tout à fait, ouais. On avait quelque chose de très bien. Sachant qu'on a Image PME, du coup, qu'on a quand même des outils qui permettent d'analyser, d'avoir un peu plus de mettre en perspective les données qui sont produites par le client. Alors, je vous rappelle qu'Image PME est mis à votre disposition tous les experts comptables franciliens. C'est un outil que nous achetons au Conseil national, on l'achète pour vous. Et donc, vous pouvez, tous les trimestres, les chiffres de secteur d'activité sortent. Je crois qu'ils ne sont pas très beaux, ils sont assez bruts de décoffrage, mais pour faire ce qu'on a à faire, là, c'est parfait. Ouais. N'importe quelle matière qu'on peut mettre pour le confronter, c'est capable de le réconcilier et de faire des Donc, Image PME, ce sont les chiffres qui sortent de jedéclare.com. En gros, des déclarations de TVA, essentiellement. Donc, c'est assez récent. Je ne sais pas s'il y a d'autres sources aussi récentes qu'Image PME, parce que c'est de données trimestrielles. Non, en termes de qualitatif, en termes on va dire de délai de réactivité, non, il n'y a que parce que c'est la période de la déclaration de TVA, donc c'est le top. Après, tu pourrais récupérer des éléments, mais il y aura forcément un délai beaucoup plus long, qui est par exemple l'INPI, où tu peux récupérer les comptes annuels sous un format structuré. Il y avait une question aussi de Claude. Est-ce qu'on peut envisager un petit commentaire sur les différents cycles bilan et comptes de résultats pour faire une note de synthèse? Oui. Là, je l'ai fait à partir de ce tableau analytique. On peut le faire à partir de ce qu'on veut, sans aucun problème, mais à condition de... Alors, non, vas-y. Ouais, mais attention aux hallucinations, parce que lui, il voit des chiffres, il va vous marquer n'importe quoi. Donc, il faut mettre la masse salariale, ça ne veut rien dire. Enfin, il faudrait faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire projeter les salariés partis, moins ceux qui sont rentrés, faire une analyse plus pertinente. Et ça, on ne l'a pas forcément à travers, entre deux colonnes où on a une variation de masse salariale brute. Oui, mais des fois, on va dire, ça recouvre des réalités totalement différentes. Non, mais il y a peut-être 60% des commentaires qui seront bons, et puis 40%, on va les faire à la main. Oui, tout à fait. Tu vois, mais il y a déjà 60%. C'est mieux que rien. Beaucoup d'experts comptables font un rendez-vous sans rien laisser. Donc ça, si ça peut être l'élément déclencheur d'un compte rendu qui a une belle tête, avec le logo de cabinet, c'est extraordinaire. Mais évidemment, on relit, on améliore. Parce que toi, tu es brillante, mais je veux dire, les jeunes... Oh, merci. Oh là, c'était sympa, ça. Les jeunes qui vont être biberonnés à ça,
demain, ils ne vont pas se poser de questions, ils vont t'envoyer ça au client sans que tu le saches, ou même un chef de mission dans quelques années qui ira monter en compétences. Donc le risque, c'est quand même, oui, en apparence, c'est très, 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 très joli. Je mettrais comme des bémols à l'heure actuelle de quand même faire au moins, peut-être pas tout contrôler, sinon on perd le temps qu'on a gagné, mais faire quelques sondages, vérifier que les chiffres sont quand même pertinents par rapport à ce qu'on connaît. La même chose sur ChatGPT, donne pas les mêmes résultats. Non, mais en fait, tu touches un vrai domaine qui est en fait la conservation de la compétence. Ouais, tout à fait. Mais il y avait ça, en fait, je suis fille d'expert comptable. Donc, à mon époque, en fait, mon père savait faire un bilan. Je ne sais pas si aujourd'hui je sais faire un bilan, on est d'accord, hein. On part du grand livre et on met les chiffres dans les cases. J'entendais beaucoup, donc il y a 30 ans, bah oui, nous on sait faire des bilans, vous les jeunes, parce qu'il y a 30 ans j'étais dans les jeunes, bah vous ne savez pas le faire et vous ne savez rien. Donc je ne voudrais pas qu'on tombe dans ce travers que avec l'IA, en fait, chaque génération a ses outils, ça nous fait progresser. Évidemment, il faut être vigilant, bien évidemment, mais je pense que ceux qu'on va 25 ans aujourd'hui, quand ils se prennent une ou deux tartes en master parce qu'ils se sont servis d'IA et que la réponse était fausse, boum, ils se prennent une mauvaise note, ils ratent le truc, ils ont compris qu'il faut un peu contrôler. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc évidemment, ça ne sort pas comme ça, tout fait. On l'analyse, on garde sa capacité d'analyse et de compréhension. Oui. Et si on ne comprend pas tout, il y a des super formations, super expertise pour l'analyse bilancielle, pour l'analyse du SIG, pour toute l'analyse. J'ai fait la pub. Non, mais c'est D'ailleurs, c'était hier l'anniversaire de Julien Tocard, le président de Supexpertise. Joyeux anniversaire, Julien. Il y a eu tout un débat dans lequel je ne vais pas rentrer parce que le timing ne va pas nous le permettre, mais sur Mistral, là-dedans, pourquoi est-ce qu'on utilise des solutions américaines alors qu'il y a une solution européenne en un mot, mais vraiment en une phrase. Ouais, tu veux que je fasse ça, il ne faut pas que ce soit trop long. Non, mais parce que sinon on n'aura pas le temps de faire les cas qui sont prévus. Mistral, bah moi j'aime bien parce qu'ils sont français, hébergés sur le territoire européen. Voilà. L'outil n'est pas aussi, pour certaines choses, il n'est pas aussi performant que l'IA de ChatGPT. Par contre, au niveau des images, il est beaucoup plus performant. Au niveau de la génération d'images pour les réseaux sociaux, il est beaucoup plus pertinent et il coûte moins cher l'utilisation dans le cas des API aussi accessoirement. D'ailleurs, tu aurais pu lui demander dans ton compte rendu qu'il te mette pas mal de graphiques parce qu'il est un peu tristoun là, ton truc. Hein. Il y a beaucoup de blabla et pas beaucoup de dessins. Non, bien sûr, je peux lui demander de le faire sur le graphique, mais en fait, je ne l'ai pas encore terminé. Ah, pardon. Je voulais juste arriver au bout du cas, mais il y aura un petit peu de graphique juste après. Mais je prenais les questions en même temps. Oui. Demain, le client pourra le faire. Comment nous positionner pour rester utile ? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que demain, si toi, tu ne le fais pas dans ton cabinet, automatiquement, le client il va t'envoyer ça. Tu vas dire, voilà, ChatGPT m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et du coup, ça inverse, je veux dire, la charge de la preuve, ça inverse la relation. C'est que tu deviens à devoir dézinguer ce que va dire ChatGPT. Donc, on va prendre ce que va nous dire le client, du coup, qu'il a fait avec ChatGPT, et dire à ton propre ChatGPT, dézingue les arguments ou est-ce que les informations ou les demandes qui ont été produites par le client sont pertinentes par rapport à l'analyse qui a été faite ? Non, mais de toute manière, à partir du moment où on est dans ce rapport-là avec le client, on est dans un rapport inversé. C'est pour ça qu'on fait ce parcours de la transformation. Ça fait 4 ans qu'on explique aux experts comptables qu'il faut se transformer. Et se transformer, c'est de se servir de ces outils pour donner autre chose qu'une liasse fiscale à la fin. On le sait tous. On sait tous aussi que c'est compliqué la vie de cabinet. On sait tous aussi qu'il y a des problèmes de recrutement et que parfois en période fiscale, on fait ce qu'on peut. Et si, évidemment, on avait le temps de faire ça, et ben on le ferait, etc. etc. Là, l'IA nous permet de le faire peut-être assez rapidement. Évidemment, on se relie et évidemment, la relation avec nos clients passe par ce genre de commentaires pour ne pas se retrouver. Mais là, ce que tu dis, c'est ce qui s'est passé. Tu as commencé tes propos avec le chirurgien et ses notes. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans le domaine médical. On est tous allés regarder sur Google quand on avait un bobo, un bidule, et on a tous dit à nos médecins, tiens, je pense que j'ai un truc bidule parce que j'ai lu sur Google que j'avais ça. Bon, ça va nous arriver dans quelques temps. Google m'a dit, ou Mistral m'a dit, ou ChatGPT m'a dit que j'étais en état de cessation des paiements. Est-ce que c'est vrai ? La différence, c'est que tu avais beaucoup plus d'informations sur Internet sur le domaine médical. La compta, c'était un domaine un peu fermé. Oui. Là, l'IA, moi, j'ai des clients qui sont arrivés avec des questions à l'entretien, bilan, c'est d'un niveau. En fait, on voit qu'ils ont eu un dialogue avec l'IA. Ils savent très bien ce qu'elle t'offre. Ils te posent des niveaux de questions que tu n'aurais jamais eu il y a 10 ans parce qu'ils auraient vu juste la plaquette et que ça leur suffisait. D'accord, mais c'est pareil que le médical, en fait. Bien sûr, mais avant, on va dire, l'entretien bilan, tu pouvais être à 50% de tes capacités, tu étais capable de le mener. Maintenant, le niveau des questions techniques quand ils arrivent à l'examen, faut être bien réveillé, quoi.
Je suis obligé de vous arrêter là sur le débat, sinon on va pouvoir faire tous les cas. Alors il y a toute une discussion sur le chat entre les différentes solutions, comparatifs, etc. C'est pas l'objet là aujourd'hui, donc je vais pas rentrer là-dedans. En plus, surtout que les personnes se répondent entre elles. Je poursuis les cas. On va rebasculer sur l'écran. Là, ce que je voulais faire au-delà de ça, c'est j'arrive à un commentaire de la situation de l'entreprise. Je pourrais lui dire, peux-tu me dire quelle mission d'accompagnement je pourrais proposer à ce client compte tenu de sa situation. Donc comme tu disais Virginie, on est dans une logique d'enrichissement de la relation client, du rendez-vous, etc. Là j'ai mon commentaire et je vais dire, il va pouvoir m'aider peut-être à m'apporter des éléments. Ça ne veut pas dire que je n'y aurais pas pensé et que j'arrête de réfléchir encore une fois, mais ça peut peut-être m'apporter une vision différente, des idées, des choses que je n'aurais pas vues et me permettre de structurer et d'apporter davantage de choses dans mon rendez-vous bilan. Donc là par exemple, il a vu qu'il y avait un sujet sur la performance, les modèles de freelance, etc. Il me propose de travailler sur l'analyse de la performance des freelances. Je pourrais lui dire quelque chose comme je vais proposer de faire un tableau de bord de suivi de la performance des freelances. Quels pourraient être les indicateurs pertinents? C'est pour vous montrer que l'IA ne va pas vous servir qu'à faire de générer des choses, du texte, des rapports, etc. Ça peut aussi être un assistant à la réflexion pour ouvrir des perspectives, regarder les dossiers de façon différente et avoir différents éléments. Donc là, il me dit, peut-être il y a ces indicateurs qu'on pourrait travailler, des taux d'occupation, etc., etc. Imaginons que je veuille le présenter de façon visuelle, je vais vouloir le présenter à mon client et lui dire, tiens, voilà ce qu'on pourrait faire. Je pourrais lui dire, génère un exemple visuel de ce tableau de bord pour que je puisse le présenter à mon client. Je vais le laisser terminer. Voilà. Et donc là, à partir de ça, il va être capable de me générer un tableau de bord qui va ressembler à un vrai tableau de bord. Donc en quelques minutes, je peux passer de mon commentaire financier à des idées de mission. Je peux prendre une des idées de mission qu'on m'a proposées, discuter avec l'IA, je le fais de façon accélérée là bien sûr, mais discuter avec l'IA pour avoir un regard sur le dossier, essayer d'affiner un petit peu, préparer mon rendez-vous, et même générer des petits visuels de tableaux de bord pour agrémenter ma présentation. Après, il est en train de coder le gars. Ouais. Il code quand même beaucoup plus vite que toi. Mais je vais être au chômage. Du coup. Je ferai juste une remarque, c'est que par contre, ce qui te manque, c'est en gros, tu as déterminé le problème, du coup, la mission. Tu l'as packagé, c'est-à-dire tu as fait le produit final que tu vas rendre, par contre, tu ne l'as pas vendu. Et là, on est mauvais. Du coup, sur comment je vais aborder mon client pour lui dire... On peut pousser le truc. Quels sont les arguments que je mettrai en avant? Prépare-moi un script pour discuter. Le mail de proposition au client, etc. pour être... On peut descendre autant qu'on veut en termes de granularité. Donc, c'est pas seulement pour... Il ne faut pas voir l'IA que pour créer des contenus. C'est aussi pour être un assistant à la réflexion. Voilà. Donc, je peux avoir un exemple de tableau de bord. Vous voyez, là, il m'a généré quelque chose qui est dynamique, que je peux montrer en rendez-vous, en lui disant, on a vu qu'il y avait un problème sur vos comptes annuels, sur la performance des freelances. On réfléchit, ce que je peux vous proposer, c'est mettre en place un suivi de leur activité. Et j'ai un peu réfléchi, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et on pourrait vous sortir ce tableau de bord tous les 3 mois, par exemple. Donc là, j'ai fait quelque chose j'ai creusé, j'ai utilisé l'aspect plus réflexion de l'IA pour enrichir mon rendez-vous client. On parlait de comparatifs sectoriels. Alors je reprends un petit peu la discussion pour voir s'il y a des discussions qui passent là-dessus. C'est bluffant, il faut la version payante pour faire ça. C'est un peu le même principe que sur toutes les solutions IA. Vous pouvez faire des choses avec la version gratuite. Au bout d'un moment, ça plafonne et il faut prendre la version payante. Donc qui est genre à 20 € par mois. Exactement. Par utilisateur. C'est ça. Donc, ce que je voulais montrer après, il était question, tu parlais, il y avait la question dans le chat d'analyse sectorielle. C'est aussi bien quand même si je vais au l'entretien bilan en ayant un peu une idée du marché de mon client et pas juste commenter des chiffres hors sol. Ça, c'est tout le temps des questions des clients en rendez-vous bilan. Comment je me positionne. Comment je me positionne. Et les autres, et comment ça se passe, et les chiffres du secteur. Oui, tout à fait. Et donc ça, alors si on a une spécialité au sein du cabinet, c'est assez facile parce qu'on a une vision. Si on a un dossier dans un secteur tout seul, pour avoir une vision de son marché, ça va nécessiter énormément de temps.
Donc il y a une fonctionnalité qu'on va utiliser 2 fois dans cet atelier, qui est récente en fait, qui a 2 semaines, on va dire. Qui est très récente, qui s'appelle la recherche approfondie, et qui est en train de devenir une sorte de standard dans les solutions d'IA générative, puisqu'elle existe là sur ChatGPT, mais elle apparaît dans toutes les autres solutions concurrentes d'IA générative. La différence avec ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est que je ne vais pas avoir une réponse instantanée. Donc là, je vais le lancer, on va basculer sur le cas d'après, et on reviendra tout à l'heure pour voir le résultat. Payant ou gratuit? Version payante. Payante, ouais. Sauf sur Perplexity où c'est gratuit, mais c'est pas au niveau. Mais c'est pas la même, pas la même qualité. Donc là, je vais vous montrer, c'est celle sur ChatGPT, pour le coup, c'est la recherche approfondie la plus puissante du marché à l'heure actuelle. Donc je vais poser ma question, je suis expert comptable. Je dois recevoir, je vais prendre dans notre secteur d'activité, un client fleuriste pour son entretien bilan. J'ai besoin d'une note de conjoncture complète pour l'année 2025. Alors je peux mettre 24-25, on peut mettre 2 ans 25 pour le... En fait, je voudrais que ça soit prospectif. C'est prospectif, voilà, avec les aspects économiques, les grands enjeux de marché. Je me permets juste, du coup. Vas-y, je t'en prie. La problématique qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas connectés à nos outils métiers type Francis Lefebvre, je vais juste les citer comme ça, il n'y aura pas de problème. Francis Lefebvre, LexisNexis, Refiducia et les bases documentaires de l'ordre ou de la compagnie. Donc le problème, c'est qu'il va aller chercher, en fait, il fait comme vous, en fait, il va sur une recherche Google et nous, on irait sur les 3 premiers sites pour se faire une idée. Lui, il va aller sur les 20-25 premiers sites pour synthétiser l'information. Donc il y a la problématique. Il va lire tous les articles en fait, du secteur, là des fleuristes pour savoir quelle est la conjoncture 2025 et dès qu'il voit fleuriste, conjoncture 2025, hop, et puis il va sortir ça. C'est ça la recherche approfondie. Mais moi, je croyais que ChatGPT, il lui manquait 2-3 mois. Alors, il lui manque 2-3 mois ou pas? Il y a 2 choses. Il y a le corpus 2 ans, on me dit dans la salle. Non, mais alors, il y a le corpus d'apprentissage de ChatGPT, c'est-à-dire la matière qu'on lui a fournie, et après, il y a sa capacité à se connecter à Internet. D'accord. Et là, tu lui dis pas va te connecter à Internet? J'ai appuyé sur le bouton recherche approfondie. Recherche approfondie, ça veut dire que je vais chercher... dans l'intergalactique en fait. C'est ça. Exactement. Jusqu'à maintenant, on avait déjà le bouton rechercher. Le bouton rechercher, il lançait une recherche sur 4 ou 5 sites internet et en 30 secondes, j'avais un résumé de ces 4 ou 5 sites internet. La problématique qu'on a, c'est que les gens manipulent l'algorithme de Google pour apparaître dans les résultats. Ce qui fait qu'on va avoir des résultats après de mauvaise qualité qui risquent d'apparaître en fait, puisqu'ils vont truander, on va dire, l'algorithme pour apparaître dans les premiers résultats de recherche et c'est là-dessus que va se baser l'IA pour répondre. Et on commence à avoir des manipulations, on va dire, de référencement. Donc ça marche bien, le seul problème c'est qu'après il va te marquer les bases documentaires où il va et c'est vérifier est-ce que c'est des sites pertinents ou pas des sites pertinents. Déjà il te demande là. Voilà, donc là il me pose des questions, il me demande de préciser certains éléments pour pouvoir bien lancer la recherche. Donc il me dit, donc je vais répondre, je vais dire 1, je veux une analyse spécifique à la France. Est-ce que j'ai des indicateurs clés? Je dis non, choisis les plus pertinents. Votre client cible-t-il un secteur particulier? Non. Est-ce que je veux un format synthétique ou détaillé? Je vais dire détaillé. Donc là, j'ai répondu aux questions. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, vous allez voir ce qui va se passer. Donc il m'explique pour me confirmer qu'il a bien compris. Voilà. Cette phrase-là, on n'est pas vraiment habitué, lorsqu'on utilise une solution d'IA générative, à la voir. Je vous tiendrai informé quand ça sera prêt. On est habitué à l'instantanéité. Ce que change la recherche approfondie, c'est que c'est tellement puissant et volumineux en termes de recherche et de contenu que ça prend du temps. Et c'est quoi? Combien? 5 à 10 minutes. Ok, très bien. Selon les sujets, Là, ce qui va se passer, c'est que l'IA va lancer des recherches Internet, lire des articles, mais pas se contenter d'aspirer le contenu et de l'agréger, mais en lisant les articles, elle va avoir une meilleure compréhension des enjeux et ça va lui permettre de lancer d'autres recherches pour mieux comprendre. Peut-être qu'en lisant l'article, elle va comprendre qu'il y a un problème d'inflation dans le secteur des fleuristes. Et donc, elle va relancer une autre recherche pour comprendre ce problème d'inflation et comprendre ses conséquences. Elle va apprendre de ses recherches pour générer d'autres recherches. Et elle va pouvoir balayer 10, 20, 30, 40 ou 50 sites et me faire une synthèse construite. Donc, on va la laisser. Je vais la laisser tourner là. On va passer au cas d'après. Je reprends mon fil conducteur. Alors moi, j'adorerais qu'on pose la question à ChatGPT sur le secteur de l'expertise comptable. Ça sera peut-être un autre... Ça fonctionne très bien. Et qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT sur l'évolution de la profession des 5 prochaines années? Il a tout à fait conscience des enjeux de facture électronique, d'automatisation de la compta, d'IA générative, de tension sur le marché de l'emploi. Donc oui, ça fait des choses... Et donc si je dis je suis un cabinet d'expertise comptable de 10 collaborateurs,
qu'est-ce que je dois faire pour ces 5 prochaines années? Il me propose tout un plan stratégique. Tu vas te retrouver, on va le voir, hein, mais tu vas te retrouver avec une note, comme si tu avais demandé à un collaborateur de passer 4 heures ou minimum 4 heures sur un sujet et de t'en faire une note synthétique. Il ne faut pas qu'ils te disent vendre, du coup, mais du coup, il faut quand même relire, faut l'orienter, du coup, dans une perspective de continuité d'exploitation. Oui. Pour vous montrer, Thomas, si on peut juste revenir sur l'écran, pour vous montrer la puissance de ce qui est en train de se passer, vous voyez sur la droite, j'ai la possibilité de voir en temps réel ce que fait l'IA. Donc elle me dit, je suis en train de regarder la croissance du PIB de 2023, 2024, 2025. Je vérifie les données d'inflation avec des analyses économiques. Je suis en train de... donc là, elle s'adapte parce que ça n'a pas fonctionné. Je vois les statistiques 2021. J'explore ce site. Je m'interroge sur les implications des ventes et de l'emploi. Et donc, elle relance à chaque fois des recherches et elle avance. Etc., etc., etc. Et là, elle est en train de le faire en direct. Je suis en train d'examiner le marché des fleurs d'intérieur en France. Est-ce que ça peut avoir un impact ou pas, etc. Et elle continue à travailler. Donc là, pour l'instant, elle en est à 10 sites, mais elle va continuer. Donc là, Fabrice, je vais te laisser donc, sur le... Ah oui, ce cas, c'est que c'est l'entretien, on va avoir le même problème. Donc peut-être sur la fiche prospect, tu peux faire la fiche prospect d'abord, sinon on va avoir deux j'ai anticipé, j'ai lancé la requête. Ok, d'accord. Si tu veux me donner la main, du coup. Donc on va passer sur l'écran de Fabrice, qui va nous faire le cas d'après, et après on reviendra sur la note de conjoncture. Donc la problématique pendant qu'on a, alors on est post-bilan ou quasiment un peu de temps après, c'est la fameuse époque de l'entretien annuel, du coup avec nos collaborateurs. Et la problématique que moi je vois, à un titre, là je vous inclus pas, je m'inclus que moi, c'est la problématique, on n'est pas forcément des managers dans l'âme et on ne nous a pas appris à manager et à faire des entretiens annuels qui soient constructifs. Le but, c'était du coup, je m'étais dit, donc j'ai cherché un petit peu dans la documentation ce qui existait pour faire un entretien annuel productif avec mes collaborateurs. Et du coup, j'ai posé la question dans la recherche approfondie de ChatGPT pour avoir un petit peu le guide des bonnes pratiques de l'entretien annuel en cabinet d'expertise, mais adapté au cabinet d'expertise comptable avec nos problématiques. Et du coup, ça fait un contenu quand même, il faudrait le lire en intégralité, donc ça a sorti tout ça. Donc ça me fait un petit peu de lecture, pour mener à bien et surtout les pièges, points de vigilance, les erreurs à éviter lors de l'entretien annuel, ce genre de choses. Et ça marche plutôt bien du coup, puisque ça permet de pallier à des... Parce que nous, on va traiter uniquement des points techniques des dossiers, alors que on ne va pas forcément traiter des aspirations des collaborateurs. Après, il faudrait lui apporter plus de contenu, notamment sur les notes d'entretien de l'année précédente des collaborateurs, pour voir par rapport à leurs réponses, en le rendant anonyme, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'ils ont potentiellement par rapport à leurs réponses, est-ce que c'est cohérent avec l'évolution qu'ils souhaitaient l'année dernière? Tu as aussi un autre mécanisme du coup, qui te permet aussi de comprendre dans l'entretien annuel assez schématiquement, ça s'appelle l'étoile de mer, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'ils veulent faire plus, ce qu'ils veulent faire moins, ce qui n'a pas marché, et ça permet de structurer et d'encadrer l'entretien annuel. Donc en fait, tu as quelque chose assez détaillé, du coup, quand on voit les réponses, et voilà, la problématique, toi, il m'a sorti le village de la justice, compagniefiduciaire.com. Donc ça, c'est un guide d'entretien, en fait. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas ton support d'entretien. Non. Comment tu passes de ça au support? Tu n'as pas préparé ça? Non, ça parce qu'il faudrait, je suis en train de le retravailler, je voulais montrer vraiment un cas au sein de mon cabinet, une fiche que les collaborateurs remplissent, mais pas la fiche habituelle, tu sais, qu'on leur donne par mail en Word, en pleine période fiscale, dire voilà. Non, plutôt une fiche, moi, ma construction. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je veux dire, souvent, les entretiens annuels, je ne sais pas quelles sont les pratiques dans un cabinet, mais c'est plutôt au mois de décembre. Donc là, ce n'est pas forcément la saison. En revanche, peut-être petite astuce, je sais que beaucoup de cabinets pratiquent ça, c'est un entretien post-période fiscale. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Souvent, on se rend compte quand... est-ce que vous avez passé une bonne période fiscale, oui ou non? Si c'est non, on se rend compte souvent, nous, aux chefs d'entreprise, que c'est à cause d'un ou deux clients. Qu'est-ce qu'on fait de ce client? Qui n'a pas donné ses pièces en temps et en heure? Qui a tout retardé? Qui? Et donc ça aussi, ça peut être une utilisation de l'IA pour faire cette grille en fait, d'évaluation de ces entretiens de post-période fiscale. Il suffit de lui dire, si j'ai bien compris, voilà, on a un cabinet d'expertise comptable, notre saisonnalité c'est ci, c'est ça, etc. etc. Fais-nous une grille d'évaluation pour ce cas-là. Oui, tout à fait. Sauf que tu as un biais. En fait, la problématique, c'est que quand tu peux très bien avoir une très bonne période fiscale pendant 3 mois et un dossier, en gros, qui a cassé le moral du collaborateur. Oui. Et le problème, c'est qu'il va retenir de la période on retient, l'humain est fait de telle façon qu'on retient que la mauvaise chose. Et moi,
que j'ai voulu faire, du coup, en termes de technique, c'est plutôt faire des entretiens, des petits entretiens. La préparation de l'entretien, qu'elle soit un peu comme un bilan, ça se prépare tout au long de l'année. En fait, que tu aies des points d'étape, mais ça soit automatique. C'est l'IA qui va envoyer l'email, voilà, leur poser 3-4 questions, pas 25 questions sur 10 pages, quelque chose de synthétique. Et en fin d'année, on recompose le tout, ce qui fait qu'on a eu des états mentaux au cours d'année et on en fait la synthèse, ce qui est bien plus productif. Je suis vraiment d'accord avec toi pour l'histoire du biais, mais justement, moi, je profite d'être dans le biais pour savoir, parce que quand ton collab, au mois de juin, il te donne sa démission à cause de ce client-là, tu peux lui dire tu es dans le biais et tu es à chaud, quoi qu'il en soit, il va partir, d'accord? Donc, on est bien à discuter fin mai. Alors, je vois qu'il y en a qui sourient dans la salle, ça doit rappeler quelques souvenirs. On est bien à discuter fin mai ou début juin de ce caillou dans la chaussure. Et il y a eu un caillou sur un portefeuille de 40 dossiers. Tu en as 38 qui se sont bien passés et tu en as 2 qui ont merdé. Et c'est pour ces 2-là que ton collab va partir. Et on sait que c'est le nerf de la guerre. Évidemment, là, on n'est pas en train de parler d'IA. Mais mine de rien, l'IA peut être au service de ça, de discuter tout de suite de ces 2 cailloux-là et de proposer aux collaborateurs, soit le client est infernal et on décide de s'en séparer, hein, soit en fait il y a une incompatibilité entre le client et le collaborateur, lui dire mais pour la prochaine période fiscale, on va le donner à quelqu'un d'autre. Et ça permet, biais ou pas biais, d'essayer tant qu'on peut, de conserver le collaborateur parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre. Oui, tout à fait. Et en fait, tu le vois aussi, c'est un projet sur lequel je bosse. En fait, ta boîte mail, je parle pour les mails professionnels, hein, bien entendu. Hein. Du coup, être capable de récupérer l'intégralité de ta boîte et tu la donnes à une IA qui va analyser, on le voit un petit peu sur les réseaux sociaux, analyser le contenu, l'humeur, entre guillemets, des emails. Ce qui permet et comme il sait le destinataire et l'expéditeur, il peut très bien voir de quel client il s'agit, ce qui permet de faire remonter l'info où ça commence à être tendu dans les... Ça, c'est extraordinaire, ça. De donner toute la boîte mail et d'avoir... Parce qu'une boîte mail, ça généralement... Ça n'existe pas, ce truc, non plus. Tu es obligé de tout inventer. Oui, il faut que j'arrête la profession, il faut que je quitte l'institution. Non, mais j'aime trop le métier, j'ai galéré. Non, je continue, je reste dans la profession. Mais c'est le genre d'outil qu'on a besoin, parce que tu l'as dit, la ressource la plus rare au cabinet, c'est pas tellement les clients, on en a besoin, mais c'est les collaborateurs, parce que le temps de formation d'un collaborateur, c'est monstrueux. Pour qu'il soit vraiment opérationnel et, on va dire, et que ça roule, ça prend 2-3 ans. Donc, et c'est le moment où il s'en va. Hein. Et c'est le moment où il s'en va. Le but, c'est qu'il faudra avoir ces outils-là qui nous préparent, nous, en tant que manager, en amont, à avoir les détection des signaux faibles pour pouvoir dire attention, tel collaborateur, sur tel dossier, il y a peut-être un sujet. Alors, soit on les détecte avec de l'IA, soit on discute. Hein. Ça peut tout bêtement. Hein. Après, tu ne veux pas nous montrer la fiche prospect passer peut-être au cas. Il n'a pas trouvé encore. Ouais. Non, parce que moi, il va venir. Oui, il est toujours en train de chercher. Mais parce que sinon, on peut se dérouler. Le problème de la fiche prospect, ce qu'on voit. Donc, on est sur notre cas, juste pour le dire. Je prends juste une question. Les questions qui ont été posées. Donc, je prends juste, il y avait des questions sur combien de temps pour maîtriser Claude. Une question de David. En fait, David, si vous êtes formé à une IA générative, vous savez utiliser les autres IA génératives, donc il n'y a pas de spécificité particulière. Si vous savez utiliser ChatGPT, vous vous débrouillerez sur Claude, il n'y a pas de particularité. Bon, il y a déjà la possibilité de se former en revisionnant tous les parcours de la transformation là, sur la chaîne de l'Ordre des experts comptables YouTube, où vous avez tout ce parcours-là spécial IA. Premièrement, et puis après, si vous voulez approfondir, il y a le parcours Supexpertise en 5 jours qui permet de s'initier, alors soit pour les experts comptables, soit pour... approfondir, approfondir, même découvrir, aussi. Approfondir. Il y a des formations plus courtes, demi-journée, une journée. Voilà. Pour vous sensibiliser, et après ça va jusqu'à un parcours très approfondi. On a la chance en Ile-de-France d'avoir l'école de nos métiers, les commissariats au compte, du commissariat au compte et de l'expertise comptable. C'est dommage de ne pas en profiter. Et donc à chaque fois dans le catalogue, vous savez, je sais pas, que Supexpertise, c'est la fusion de l'ACE qui était la plus vieille école de comptabilité en apprentissage de France et la SFOREF. Et là, on a un catalogue spécial cabinet d'expertise comptable. Donc, ce sont des experts comptables qui font le catalogue pour des experts comptables. Avec tous les niveaux sur l'IA. Et il y a une formation dédiée. Et il y a une formation dédiée, et il y a des formations à la demi-journée, et il y a des formations à la journée, et il y a aussi toutes nos formations aussi gratuites qui sont ces parcours de la transformation qu'on va rejouer certainement aux universités d'été. Hein. Le parcours de la transformation,
tous les ans, on le rejoue, ça s'appelle le séminaire, souvent, spécial expert comptable, spécial collaborateur. Et donc, souvent, on le rejoue pour ceux qui n'ont pas suivi tous ces ateliers. Et là, donc pour vos collaborateurs, si vous avez envie de les initier, il y aura un séminaire spécial collaborateur intelligence artificielle. Ça veut dire quoi un séminaire? Ça veut dire 4 ateliers dans la journée aux universités d'été qui sont gratuits. Et comme ça, vos collaborateurs sont orientés, ils ne font que ça toute la journée. Si vous le souhaitez, merci à la carte, vous faites ce que vous voulez. Et c'est gratuit, bien évidemment. Une autre question, c'était sur les 5 questions pour faire le prompt, enfin les 5 éléments que je citais tout à l'heure. Enfin, c'est une proposition, hein, mais c'est qui je suis. Je suis expert comptable. Qui est-ce que je vise? Je vais rencontrer un client, un novice, connaisseur, expert, etc. Quel est le contexte? Quel est l'objectif? Est-ce que je veux le convaincre de quelque chose? Est-ce que je veux vendre quelque chose? Est-ce que je veux être informatif? Et quel est le format attendu? Est-ce que je veux un mail, un mémo, un article, etc. Et dans les épisodes précédents, on a vu qu'on pouvait aussi demander à ChatGPT le prompt idéal. Comment je dois poser la question et qu'est-ce que j'oublie, qu'est-ce que j'oublie pas. Si je suis perdu, je vais lui poser, je lui dis, dis-moi de quoi tu as besoin pour répondre à ma question, tout simplement. Voilà. Alors, on peut, avant que tu démarres la fiche prospect. Et j'ai fait ça, du coup, qui t'aide à générer ton prompt. C'est un outil gratuit qui te permet en fait de répondre à quelques petites questions, qui va te préparer le prompt que tu n'as plus qu'à copier-coller dans ChatGPT. Super. Voilà. On peut rebasculer sur celui-là avant que tu démarres la fiche. Quand tu dis j'ai fait ça, donc comment on le chope? Tu vas sur Internet, tu vas sur truc de comptable. Et en fait, quand tu es sur la page d'accueil, tu cherches prompt. On met le lien dans les commentaires, non? Oui, bien sûr, oui. Quelqu'un le mettra. Et en fait, ça te permet de préparer ton prompt, de dire le format attendu, si tu veux des emails, des articles, le niveau de détail, ça t'aide. En fait, c'est une proposition pour structurer ton prompt. Mais à horizon 1 ou 2 ans, on n'aura plus besoin de faire ça parce que l'IA sera suffisamment intelligente qu'elle arrivera à percevoir par rapport à nos discussions l'intention de départ. Donc, on n'aura plus besoin de faire ça. On sera un vieux couple. On peut basculer sur l'écran. Donc là, la recherche de notes de conjoncture que j'ai lancée tout à l'heure, c'est terminé. Donc là, vous avez le résultat. J'ai demandé quelque chose de détaillé. Mais pour vous montrer la puissance de cette nouvelle fonctionnalité, vous voyez une note de conjoncture avec des bulles grises à chaque fois qui viennent indiquer les sources. Et vous avez contexte économique général en France, analyse du marché de la fleuristerie, les chiffres clés du secteur. On peut voir les chiffres là? Oui, bien sûr. Chiffre d'affaires annuel du marché, moins 6? Environ 6. Non, c'est un tilde. Ouais. Ah, c'est d'accord. Environ 6 milliards. Ouais. Donc tout ça sourcé. Le maillage des boutiques, les grandes enseignes, etc. Tendance de consommation des fleurs. Donc les examiner la partie consommation. Quelles sont les tendances? Mais les tendances structurelles, c'est-à-dire est-ce qu'on offre plus ou moins de fleurs qu'avant, pour quelles raisons, à quelles occasions, etc. Les changements dans le mode d'achat liés au Covid, l'impact de la digitalisation. Alors ça aussi de la valeur, je me permets, là on parle de l'entretien bilan, mais là où pour moi c'est encore beaucoup plus de valeur, c'est quand tu fais un business plan dans la partie secteur, plutôt que de balancer les quelques chiffres, si tu donnes ça au banquier, je pense que ça peut plaire. Ouais. Les enjeux pour 2025, hausse des coûts, justifié, pourquoi, etc. Donc vous voyez qu'on a quelque chose à chaque fois sourcé. J'aimerais savoir s'il met le point sur une problématique du secteur, parce qu'il y a 1 ou 2 semaines, je pense que pour la Saint-Valentin d'ailleurs, il y a eu quand même une mini-bombe sur ce secteur qui était que les fleurs étaient vraiment pleines de pesticides et voire dangereuses pour la santé, et avec le fils d'une fleuriste qui atteint un cancer. Enfin, il y a eu un fait divers qui pourrait abîmer un peu la filière. Est-ce qu'il en parle qu'il y a peut-être un petit problème de filière? Oui, je vais regarder si ça y est là-dedans. Les aspects réglementaires avec les nouvelles lois, on va le balayer, on va voir. Recyclage de peau, réduction au gaspillage, impact environnemental, circuit court, les labels, donc examiner aussi les labels qui existent et qui permettent de faire différentes choses. C'est génial. Hein. Puis il y avait aussi des nouveaux business models peut-être aussi, où tu peux louer des fleurs, donc où tu as un abonnement et ils peuvent... Voilà, et des scénarios. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être hyper intéressantes, c'est-à-dire qu'il me fait un scénario central, scénario optimiste,
scénario pessimiste. C'est ce qui permet de valider ton business plan en fait. Et donc là, ce que je vais pas avoir le temps de faire là, mais l'idée c'était de dire en fait je peux prendre ça, le croiser avec des comptes annuels de mon client et dire bah, si je pars sur le scénario 2 et qu'on extrapole les derniers comptes annuels, quels vont être l'impact sur les finances de mon client, quelles questions je peux lui poser, etc. Et donc là je vais arriver quand même à partir de ça, voilà les abonnements, les offres récurrentes. Recommandations pour 2025. Ça, c'est quand même un vrai coup porté à toutes les boîtes de consulting en matière de stratégie, non? C'est assez hallucinant, oui. C'est franchement hallucinant. C'est assez hallucinant. Et donc, j'ai des choses en plus très, très sourcées. Et vous voyez sur le côté, je vous parlais de la façon dont il a réfléchi. En fait, il tire des conclusions, des éléments qu'il lit et il progresse dans sa... Donc, on n'est pas du tout sur de l'agrégation pure. On est vraiment sur une étude qui a été faite en 5 minutes. Et encore une fois, ça me fait de la matière première que je peux utiliser pour faire des extrapolations, pour demander à l'IA de dire bah, voilà la tendance prévue en 2025, voilà les comptes de mon client, prépare-moi 10 questions à lui poser pour alimenter l'entretien. Mais ne serait-ce que le lire et arriver en ayant cette connaissance du secteur de mon client, je me positionne à un niveau quand même de conseil qui a plus rien à voir. Et ça, là vous voyez le nombre de sources qu'il a utilisé, 32 sources. Hein. Si j'avais dû, moi, éplucher 32 sources, déjà les trouver, les éplucher, les lire, les synthétiser et les construire des scénarios, on est passé au moins la demi-journée, peut-être la journée, je ne sais pas. Mais... Plus même. Voilà. Donc cette fonctionnalité de recherche approfondie, bon, a priori, il ne parle pas de l'actu récente sur le... Il ne parle pas de ça, c'est peut-être un peu dommage. Hein. Mais après, on peut le challenger. Ça veut dire qu'on est quand même toujours un peu meilleur que l'IA. Complémentaire, ça me fait plaisir de le croire. Non, ça me fait plaisir, Donc là, en fait, voilà, cette recherche approfondie, elle est apparue sur la version à $20 de ChatGPT il y a 2 semaines environ. Elle existe sur d'autres IA avec le même nom, mais pas avec forcément les mêmes performances. En fait, il le dit parce qu'il y a marqué au-delà des obligations, il y a une vraie attente sociétale pour que la filière florale devienne plus durable. Et ça, en sous-texte, c'est à mon avis des pesticides. Mais je peux continuer à discuter, à lui dire, au fait, est-ce qu'il n'y a pas tel point, il peut compléter. Donc ça devient un standard. Alors, ça apparaît dans différentes solutions. Vous pouvez l'avoir sur Perplexity et le tester. Ça ne sera pas aussi détaillé. Là, c'est vraiment la version qui est la plus poussée. Vous pouvez la tester sur un outil qui s'appelle Grok, aussi une IA qui s'appelle Grok. Gratuitement, si vous voulez tester, voir ce que ça donne, ça fonctionne. Non, voilà. Mais 20 € par mois. Non, mais oui, mais moi je suis convaincu. Mais... Enfin, c'est pas un coût. Si on doit en prendre qu'une, ça peut être ChatGPT et ou Mistral, mais là, avec cette recherche avancée, on prend ChatGPT et au moins on commence à s'initier avec cet outil-là. Oui, tout à fait. Non, si vous devez n'en prendre qu'une, honnêtement, vous prenez ChatGPT, c'est le généraliste qui permet de faire le maximum de choses. La réflexion que je me faisais, c'est ce que j'appelle expert as a service. C'est qu'en gros, là, le problème, c'est l'économie de la connaissance, c'est que maintenant, les gens auront accès à un niveau d'information, il y a une pertinence de l'information ultra détaillée, ce qui était, je l'ai dit, le cabinet, c'était le job des consultants. Nous, par contre, il faudra la connaissance qu'on produit, que ce soit l'institution ou les cabinets, peut-être la cloisonner pour ne pas la mettre à disposition, pas qu'ils viennent chercher dans nos bases et que ça alimente un ChatGPT. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur la qualité de la production de l'information qu'on produit en interne, pour pas forcément la mettre à disposition gratuitement pour les utilisateurs. Il y a une question, alors les deux questions. Une question, combien de pages contient le rapport sur le marché des fleurs? Là, ça doit faire peut-être une trentaine de pages, non, je sais pas. C'est quand même très très long. Hein. C'est long ça. Oh non, c'est peut-être 10. Ça. Peut-être 10. Mais après, il n'y a pas un nombre de pages. Selon le sujet, ça va me faire quelque chose de plus ou moins. Selon ma question. Oui, j'aurais pu dire une analyse détaillée, mais tu aurais pu dire en 3 pages, mais détaillé en 3 pages, c'est pas forcément très cohérent. Non, mais j'aurais pu le régler, effectivement. Là, moi, je lui ai dit détaillé pour un peu vous montrer les capacités, mais je peux le régler. Et il y a une question de David qui reprend une question qui avait été posée, mais qu'on a évoquée. C'est la place du conseil et du conseiller lorsqu'il y a ce type d'outils. Alors justement, c'est que là, ça marche bien parce qu'il y a eu beaucoup de littérature qui ont été écrites sur le marché des fleuristes, choses. Sur un domaine d'activité où il y a très peu de littérature, justement, c'est là où il y a une carte à jouer. C'est que là, il sera mauvais parce qu'il va faire des biais, il va raconter n'importe quoi, ou le texte va être ultra. Donc en fait, c'est quand ton cabinet évolue dans un secteur ultra spécifique, là par contre, tu as un avantage parce que jamais ce genre d'outil sera aussi pertinent que ton information. Par exemple, je sais pas, tu prends le démantèlement des centrales nucléaires ou les coûts de démantèlement, bon, tu n'as pas non plus t'as pas 36 000 clients et tu n'as pas une littérature pléthorique. Non, mais là, à ce moment-là, si ta question, c'est celle-ci, tu vas faire une recherche mondiale.
Ouais, mais après ça va être selon les normes françaises et sur la comptabilité, on a la chance, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas non plus une pléthore de documentation et de littérature qui est écrite sur le sujet. Ou si, mais c'est dans des revues qui sont payantes, donc qui fait que ChatGPT n'a pas accès. Voilà, autre question, peut-on l'extraire en PDF? Je ne peux pas le faire nativement là, mais je peux copier-coller facilement le texte et le reporter après. Après, il faut le retravailler en mise en page. Mais, Donc voilà. Alors, sachant que nos clients ne sont pas dupes, hein, je le dis au passage, les titres, tu peux juste remontrer pour vérifier? Alors pardon, juste un truc. Bon, pour moi, c'est trop de blabla, ça. J'aime pas beaucoup quand il y a beaucoup de blabla, je préfère des tableaux. Alors tu me fais un copier-coller, tu me le mets dans une autre IA qui me le sort en tableau. Quelle IA? Même en restant dans ChatGPT. Donc on peut lui dire, ok, c'est bien ton truc, mais tu peux mettre plus de tableaux. Plus de tableaux, sans problème. plus de graphiques, moins de blabla. Carte mentale. Graphique, oui. Après, je peux faire tout ce qu'on a vu dans les différents ateliers, je peux le faire directement sur ChatGPT. Oui, pas de problème. Je peux en faire une petite carte mentale. Je peux en faire un mail en fait pour que je vais envoyer à tous mes clients fleuristes et leur dire voilà les dernières nouvelles de votre secteur et quelque chose. Newsletter par secteur d'activité à tous ces clients. Je peux le faire sans problème. Bing. Je peux le faire sans souci. Voilà, on peut passer au cas d'après. Du coup, j'ai coupé sur les fiches prospects, mais on peut y revenir maintenant, sachant qu'il nous reste 15 minutes pour ça. Et j'ai largement le temps. Alors, le problème de la fiche prospect, c'est que c'est mal. J'ai pas d'outil. Tu as une CRM, toi, au cabinet? Tu as un outil de relation, donc Customer Relation Management, du coup? J'ai pas du tout CRM parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai refusé tous les nouveaux clients. Parce que comme je n'arrivais pas à recruter, je me suis concentrée sur mes clients qui avaient une croissance interne importante. Et donc, dans ma stratégie de chef d'entreprise, j'ai décidé de m'occuper de mes clients et de ne pas accepter les clients extérieurs. Ça marche. Donc, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une fiche d'entretien, mais ce n'est pas parce que de prospects, parce que j'en ai très peu. En revanche, je pourrais avoir un CRM pour m'occuper de mes clients présents. Mais je ne l'ai pas. Parce que dans un petit cabinet de 11 collaborateurs, alors on était 12 jusqu'au 28 février, et puis un collaborateur m'a donné sa démission et est parti le 28 février, ce qui était très sympathique. Ok, je vais ramener après. Non mais, ok, donc la fiche d'entretien prospect, le but c'était quoi? C'est que je faisais comme tout le monde, je mettais sur des tableurs Excel mes entretiens, ce qui fait que je perdais la traçabilité, j'avais pas de format normé. La problématique que j'ai eue, c'est de me dire, ouais, mais par exemple, là je remplissais toute cette fiche, donc toi qui est assez longue, et il me met je la donnerai gratuitement, hein, du coup vous inquiétez pas. Mais tout le reste que tu donnes aussi c'est gratuit. Quand tu viens là, tu es obligé de nous le donner gratos. C'est gratuit. Ah bon? Bah oui, sinon on t'invite pas. J'ai le droit à un café. Là, oui, ça c'est vrai. Voilà. Du coup, en fait, tu remplis toutes les informations. Le but, c'est pour ne pas louper d'informations, parce qu'il n'y a rien de pire. Quand tu récupères, tu fais l'entretien, et à un moment, tu dis putain, j'ai pas demandé combien de banques il avait. Ou j'ai pas demandé. Tu dis mince. Mince, pardon. Ah oui, excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu trop honnête. Mais il peut parce que c'est gratos. Voilà. Je serai moins payé. Donc, j'ai développé une petite fiche, en fait, pour avoir sous les yeux toutes les questions que je pose à mon client. Sans base de données, donc je ne transmets pas, comme tu l'as compris, je suis un petit peu frileux sur les informations que je donne à des tiers. Ça reste dans mon navigateur et que je peux extraire l'information. Donc je remplis tout ça. Par exemple, toi, je crois qu'il y a bientôt un truc sur le lab, savoir si j'ai récupéré la RBE machin. Alors c'est ce que j'allais dire parce que dans Cap Performance, on a des modèles d'acceptation de mission et aussi de questionnaire lab. L'idéal, ça serait de fusionner le questionnaire lab et l'acceptation de mission, et comme ça, c'est d'une pierre trois coups. Exactement, on pourrait. Tu l'as fait ou pas? Bah c'est là, du coup. C'est là que tu l'as fait? Tu as fait le questionnaire acceptation de mission? Je peux le faire. Alors j'ai fait un autre truc, je ne sais pas prévu aujourd'hui, mais qui te plairait en tant que présidente, puisque le courrier de reprise, le courrier déontologique de reprise de dossier, où je l'ai automatisé, surtout quand le confrère, ça s'est mal passé avec le client en termes de problème d'honoraires, où tu sais que tu dois envoyer 3 courriers, un au client, un au confrère, un au président du conseil régional. J'ai tout automatisé sous le même format. D'accord, ça j'ai compris, mais il y a l'analyse du dossier, c'est quand même plus important, et sur du risque lab. Oui, mais ça je pourrais le faire, mais il y a un outil qui existe sur le marché. On va revenir à ton cas, mais est-ce que tu peux juste... Je suis désolé de vous couper, mais c'est juste pour qu'on puisse voir la fiche prospect. Oui, pardon. Est-ce que tu peux juste expliquer où il y a de l'IA là-dedans? Parce que là, c'est le produit fini, j'allais dire, mais voilà, tu nous expliques un peu. La problématique que j'avais, c'est que je générais un rapport, automatiquement, je sauvegardais les infos, mais quand là, j'exporte les infos, j'ai toute l'information confidentielle. Et en fait, ça, je m'en servais pour faire ma propale rapidement, parce que le client, le monde est fait d'une telle façon que quand tu as fait l'entretien, il ne faut surtout pas envoyer la proposition 2 semaines après.
le jour même, le soir même, même dans l'heure, tu lui envoies du coup un petit email qui résume l'entretien et qui lui fait une proposition. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour reformuler rapidement, j'ai fait un petit outil où tu copies les données anonymisées et tu peux les copier dans ChatGPT. D'accord ? Donc là, je l'ai retravaillé très rapidement ce matin, mais ça permet de dire voilà, j'ai fait l'entretien client, voici de quoi on a parlé, merci de me faire une proposition d'honoraires ou ce genre de choses. D'accord. Donc là, je l'ai rendu avec un outil, théoriquement, c'est anonyme. Je vais vérifier, c'est pas un de mes vrais clients. Non, c'est bidon. Ok, ouais, c'est bon. Du coup, tu génères les informations. Donc, je vais générer le rapport, théoriquement. Hop, hop. Je vais le récupérer. Hop, tac. Hop. Donc, il met dans un format structuré, du coup, ce que tu as échangé. Donc là, tu as les informations, théoriquement, qu'il faudrait supprimer. Des informations, toi, tu as des noms, les prénoms. Donc ça, il faut le supprimer avant de poser la question. Parce que c'est tout ce qui va servir à alimenter ton cabinet. Et en fait, ici, je les copie, je les envoie dans ChatGPT. Et en fait, il va enlever la majeure partie de mémoire, parce que je l'ai recodé ce matin. Il enlève la majeure partie des informations confidentielles, parce que tu n'en as pas besoin pour faire ta propale. Tu vas marquer à la fin juste « Bonjour, monsieur Bidule », tu vas retravailler. Pareil, les informations préalables de la société, c'est peut-être pas nécessaire du coup de les envoyer, sauf si c'est des informations publiques. La date de clôture, c'est pas une information confidentielle. Le sirène, c'est pas confidentiel. L'activité, c'est pas confidentiel. Par contre, tu as des informations en dessous qui vont être un peu plus tendues. Le sirène se permet d'identifier le client encore. Oui, mais il est public, merci Papers. Donc tu as quand même des informations. D'accord, mais si tu veux anonymiser, je ne sais pas pourquoi tu laisses le sirène. Tu peux l'enlever après, hein. Tu peux très bien, avant de faire ton copier-coller, le supprimer. Donc là, je vais supprimer ça, hop, avant d'envoyer ça à ChatGPT. Okay. Okay. D'accord. Donc on envoie, ça fait quoi là Ça va te rédiger ta proposition de mail. On voit Ouais, alors il faudrait juste que je supprime les informations. Hop, hop. Donc là, concrètement, tu as reçu un prospect. Pendant que tu lui parlais, tu renseignes ta fiche. Ouais, tout à fait. Donc là, pour l'instant, pas d'IA. Voilà. Le nombre de collaborateurs, enfin le nombre de fiches de paye, le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu mets le nombre de factures d'achat, de vente, de je sais pas quoi. Moi, dans ma propale, je ne fais pas forcément. Et là, ça te génère un doc que tu vas utiliser dans le ChatGPT. Et là, tu fais un mail de proposition d'honoraires. Okay. Exactement. Hop, hop. Ok, donc on y va. C'est un peu lent quand même. Hein. Oui, c'est une recherche approfondie là. Ouais. Hop. Oui, dans la salle, on nous indique qu'il y a des formations informatiques à Supex. Tu veux que je te donne quelques cours, Fabrice? Peux-tu me rédiger un email de proposition de mission à mon prospect? On pourrait imaginer que ça soit lié automatiquement là, ce que tu fais, non? À terme, enfin qu'il y ait une automatisation. Alors moi, c'est d'accord, c'est pas très abouti. Mais là c'est. Non, mais j'en suis. Ça c'est la V3. Moi, j'ai une version qui est bien plus sophistiquée qui le fait déjà. Tu ne montres pas non, je montre pas. Il faut bien que j'ai un temps d'avance. Du coup, comme je viens régulièrement, qu'à chaque fois que je donne mes outils, il faut que je garde un petit temps d'avance. Mais je l'ai fait. Du coup, qui rend anonyme. Donc là, ce que va faire l'IA, c'est analyser la situation du prospect pour te construire une proposition. Voilà. Du coup, elle va dire bonjour monsieur, donc le nom du prospect. J'espère que vous allez bien, machin. Je fais suite à notre entretien en visioconférence pour vous transmettre ma proposition de mission comme convenu. Rappel de besoin, donc ceci dit, bon là il a mis la banque parce que je ne l'ai pas supprimé comme j'étais distrait par ma présidente. Le CF machin, la comptabilité parce que moi j'ai des tarifs classiques, du coup il reprend la grille pour le client mais j'aurais pu modifier. Là il a remis... c'est en d'où la grille là du coup? La grille, il l'a trouvée où la grille? Parce qu'elle est déjà préparamétrée pour mes comme j'ai des clients. Alors à l'inverse de Virginie, moi je prends que des tout petits clients, donc mes prix sont à peu près standards. Donc j'ai pas de grosse différence. Si je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute là, qui se dit tiens, je voudrais faire ce truc-là. Tu l'as dans l'entretien prospect ici, comme j'ai été vite. Tu l'as ici dans ta position commerciale, tu peux modifier les tarifs. D'accord, donc toi tu as prévu dans ton formulaire. Donc l'idée, si je le transpose, c'est de dire vous pouvez vous créer un petit formulaire pour avoir tous les éléments clés, y compris votre grille tarifaire. Tout à fait. Et je fournis tout ça à l'IA qui va me générer mon mail et calculer le tarif. Enfin, calculer le tarif, tu l'as mis dans ton truc, mais le but, c'est d'aller le plus rapidement pour faire le mail et l'envoyer au prospect. Parce que j'ai gagné des prospects grâce à ça, c'est juste que j'ai pas été le meilleur, j'ai été le plus réactif. Et du coup, c'est rapide. Et là, pour ce genre d'outil, là, tu as respecté. Par contre, il faut retravailler. Bon, là, il y a la date de contact parce qu'on n'a pas mis d'information. Pareil, ça, c'est pas une information confidentielle. Quand est-ce que tu vas le recontacter voilà. Et des réceptions des documents, je rappelle par rapport à la lab qu'on n'est pas censé commencer la mission si on n'a pas obtenu les éléments d'identification du prospect. Donc voilà, je rappelle que j'ai besoin de ces informations-là en amont. Et après, bon, j'ai un outil de facturation particulier. Voilà. Et ça, tu n'as plus qu'à copier-coller, tu retravailles. Et le mail, au lieu de passer peut-être 5 minutes à retravailler tes notes que tu avais écrites à la main, à reformaliser un email, tu passes de 5 minutes à quasiment 30 secondes. Enfin, ça va encore même, c'est plus rapide que ça. Voilà. Il y a une question
Aurélie Belliot, qui est expert comptable mémorialiste et qui travaille le sujet de l'IA, qui demande si on peut au moins synthétiser les outils qu'on a cités. Enfin, on a mis les adresses dans le chat où on les a affichées. Et peut-être d'envoyer, je ne sais pas si après on pourra peut-être renvoyer ou est-ce qu'on les... De toute manière, à la fin du parcours, comme tous les parcours de la transformation, on va sortir un livre blanc. Oui, donc voilà, ça sera là-dedans. Et donc là, je vous fais un peu de teasing. Comme ça, vous êtes obligés de suivre jusqu'à la fin. Dans le dernier, seuls ceux qui ont suivi tout et ont visionné tous les épisodes auront droit au livre blanc. Évidemment, je plaisante, le livre blanc vous sera disponible certainement sur nos sites internet, distribué aux universités d'été, etc., etc. Et là, on synthétisera tout. Enfin, le 11, c'est toi. Je crois, hein, je suis bien, d'accord? Ok, pas de problème. Oui, c'est pas à nous, hein, c'est un tu. Ça marche. Bon, ben voilà, Aurélie, vous avez votre réponse. Je regarde juste s'il y a des questions ou des remarques sur les... Je te remercie Fabrice pour le timing, c'est parfait. C'est pas mon habitude. Hein. Pour les notes, on nous cite aussi Fatom pour la prise de notes de réunion, qui était remontée aussi dans la session. Je suis team Obsidian, donc voilà. Ok. Pour le tableau de bord, une question sur Claude, ce que j'ai montré sur le tableau de bord financier. Dans quel outil reportez-vous ce tableau de bord ensuite? Alors, on ne peut pas le reporter tel quel dans Excel, ce que j'ai fait tout à l'heure. Le petit tableau, l'artefact. C'est du React. C'est du React, c'est une page web, donc c'est neutre. Après, ça vous donne un exemple. Après, si le client il a mordu l'hameçon, qu'il est prêt à payer la mission, c'est un moyen, on va dire, c'est un non-sujet de devoir mettre en place. En fait, il vous a fait, c'est une page web en fait qu'il a fait. Ah d'accord. Sur mesure. Il faut le recréer en fait. Bah, tu as un petit bouton code là, s'il le fait, tu auras plein de trucs en code. Mais ça fait peur, mais c'est pas si compliqué que ça au final. Donc c'est quelque chose de dynamique là qui fonctionne, qui tourne dans l'IA générative. Je peux récupérer le code qui est là. Et ça, ce que je peux en faire, c'est le copier-coller sur une page web et ça va me faire exactement ce que je vois là. Un tableau Excel? Ça va faire ça. Ça va me créer quelque chose. Je ne peux pas balancer le code dans ChatGPT et me dire tu me le mets en tableau Excel? Si. Si, mais en Excel, après là, c'est du visuel plus que de le... Ah, d'accord. Mais après, tu lui dis de ce tableau Excel, tu le mets dans un autre outil pour faire du super beau. Parce que les codes, à chaque fois que vous montrez les codes, moi ça me fait super peur. Hein. Ah non, mais moi je sais pas coder. Je suis incapable de faire vos trucs de code là. Ah non, mais moi justement, je sais pas coder, donc c'est plus simple. Tout ça, j'ai demandé à Claude de le faire et il a fait le code. Et j'ai pas touché une ligne de code depuis le début. Par contre, si quelqu'un qui sait coder veut récupérer ce code-là, l'insérer sur une page web, il va se retrouver avec ce tableau de bord qui sera dynamique. Il pourra envoyer le lien à quelqu'un qui pourra le voir. Ou tu modifies 2-3 balises dans le code, tu verras en plus là il y a des tableaux, c'est des trucs super bien gérés en HTML, c'est génial. Ouais, j'allais le dire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. C'est parfait. Donc prochain épisode, c'est ça? Prochain épisode, si, il y a des questions qui sont tombées entre temps, donc le temps que je fasse le tour. Comment pouvons-nous récupérer la fiche prospect? Doit-on entendre le livre blanc? C'est ça, c'est le message? C'est ma fiche prospect, du coup. Je vais la mettre en ligne sur truc de comptable. Il faut me laisser, je suis comme tout le monde. Truc de comptable, en fait. Il faut aller sur le truc de comptable. Ou sur alors ensuite, est-il possible d'utiliser Power BI pour reporter les tableaux de bord? Oui, mais on est sur deux solutions différentes. Là, je n'étais pas sur la construction d'un tableau de bord dynamique qui est branché, etc. J'étais juste sur faire une sorte de maquette, en fait, pour pouvoir montrer au client quelque chose. C'était simplement ça. Power BI, ça viendra se connecter en temps réel. Ça marche bien, mais j'étais pas là-dessus. Voilà. Oui. Avec Gamma, est-ce que ça marcherait? Question d'Apolline. Alors si la question c'est est-ce que je peux faire le tableau de bord que j'ai fait là sur Gamma, Gamma sera pas très bon pour ça. Gamma qui permet de générer des présentations PowerPoint de façon automatisée est plutôt bon pour exploiter du texte. Exploiter ce type de format graphique, ça fonctionnera pas très bien. Par contre, il y a rien qui m'empêche de faire des captures d'écran, d'aller les coller sur une présentation. Et on nous dit, quand vous citez des outils, pensez à les épeler pour qu'on puisse les retrouver. Voilà. C'est L-A-U-D-E. Parfait. Écoutez, 10h29. Je pense que j'ai traité toutes les questions sur le chat. Pas de questions sur place. Écoutez, très bien. Il ne nous reste plus qu'à clôturer cet épisode. Peut-être la date on a la date du prochain, le 6 juin. Ok. Le 6 juin pour les prochains ateliers, puisque là, on vous laisse encore un petit peu... Ah voilà, le 10 juin, pardon. Donc, on se retrouve le 10 juin pour le prochain atelier, toujours sur la thématique de l'IA et de la data. Et il y en aura encore un en juillet.
Et après, comme tu disais, ça ne s'arrête pas puisqu'à la rentrée, il y a les universités d'été. Tout à fait. Aux universités d'été, on rejoue souvent ces formats d'1h30 qui fonctionnent bien parce que là, on vous remercie. Vous êtes très nombreux à être inscrits, à nous suivre. Ça nous fait vraiment plaisir parce que surtout en pleine période fiscale. Voilà, vous êtes là en pleine période fiscale et puis on donne du mal pour organiser ça, pour essayer de répondre à vos questions, à vos attentes. Donc, merci beaucoup de votre participation à tous avec vos questions qui enrichissent le débat. Bien évidemment, si vous en avez encore, vous nous les posez, on essaiera d'y répondre la prochaine fois. Peut-être que la prochaine fois, un 10 juin, on pourra peut-être parler un peu de l'IA au service du juridique. Je dis ça comme ça, peut-être, hein, messieurs. Voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve le 10 juin, donc vous avez compris que là, on vous laisse une petite période fiscale sereine. On vous laisse appliquer tous les outils qu'on vous a proposés dans vos cabinet, faites des super rendez-vous bilan et merci de votre attention. Merci à tous. Au revoir.